Il y a, parmi toutes les légendes des échecs, une seule qui n'aurait jamais dû exister. Et il ne s'agit pas de n'importe qui, non. Cette légende se retrouve ici, au tout début de cette liste, parmi les 3 plus grands joueurs de l'histoire. Un génie qui a fait trembler le monde entier pendant près de 15 ans et dont vous connaissez déjà probablement le nom, Garry Kasparov. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener en voyage. J'aimerais vous faire découvrir l'histoire d'un joueur, et plus précisément d'une rivalité, qui, par un concours de circonstances et de chances improbables, s'est vu émerger au sommet des échecs. Cette rivalité, elle est très souvent surnommée comme le duel du siècle. J'ai nommé Anatoly Karpov et Garry Kasparov. What? Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire commençait bien là. 1984. J'ai un bouton. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bouton? 10 septembre 1984. Les joueurs arrivent à Moscou, la rue est remplie de fans, les joueurs rentrent dans la salle, c'est le début du championnat du monde d'échecs. D'un côté, le champion du monde en titre, Anatoly Karpov, au sommet depuis presque une décennie, et de l'autre, le plus jeune challenger de l'histoire à ce moment-là, à seulement 21 ans, Garry Kasparov. Les enjeux sont colossaux, tant politiquement qu'intellectuellement, et le vainqueur de ce match pourrait changer le destin des échecs à tout jamais. Mais même si la majorité de notre histoire se déroulera dans cette salle, je me dois de vous ramener dans le passé juste quelques années auparavant pour que vous compreniez le contexte de ce match. 1975, cliquons. 3 avril 1975. Le champion du monde actuel est Bobby Fischer. Il est le seul américain à avoir surpassé la domination soviétique, ainsi considéré comme l'un des plus grands génies de l'histoire des échecs, même encore aujourd'hui. Personne n'a jamais réussi à le battre, sauf lorsque le plus grand danger s'est qualifié pour l'affronter au championnat du monde, Anatoly Karpov. C'est un prodige soviétique qui a réussi à démontrer un niveau de jeu sans précédent, et donc le monde entier attend qu'une chose, voir le combat entre Fischer et Karpov. Cependant, Fischer avait une personnalité atypique, et il n'appréciait pas lorsque les choses n'étaient pas comme il le voulait. Donc au championnat du monde de 1975, il décide tout simplement de refuser le match et de renoncer à son titre. Il trouvait les conditions de jeu horribles, et a préféré donner sa place de champion du monde à Karpov, gratuitement. Beaucoup d'historiens estiment aujourd'hui que Fischer aurait gagné ce match, mais les faits sont là. Karpov est devenu champion du monde en 1975, redonnant ainsi le symbole de la supériorité intellectuelle à l'Union soviétique dans la guerre froide. Ce symbole, ce n'est pas que des mots. Brejnev, le secrétaire général du Parti communiste, a lui-même donné la couronne de Karpov en lui disant « Ну, взял корону, держи, потому что за корону, знаешь, дерутся. » Dire ces mots devant un auditoire aussi grand, ça signifie très simplement « ne nous fais pas perdre ce titre ». C'est une obligation. Et visiblement, Karpov a écouté et compris ces mots. Les années sont passées, d'autres challengers sont venus pour l'affronter, mais il n'a pas été détrôné. Il a par la suite pris en expérience, en niveau, et s'est très vite démarqué comme étant le meilleur joueur du monde. Jusqu'en 1984. Vous voyez, on a déjà parlé du challenger du championnat du monde de cette année. Il s'appelle Garry Kasparov, mais je ne voulais pas présenter réellement. Kasparov vient d'Azerbaïdjan, son père est juif, sa mère azérie, et comparé à Karpov, il n'est pas vraiment apprécié par l'Union soviétique. Tandis que ce dernier incarnait parfaitement les idéaux du régime, Kasparov n'a pas eu le même chemin. Son origine, ses idéologies quelquefois trop indépendantistes, ainsi que son style de jeu absolument contraire à celui enseigné par l'école soviétique, tout ça lui a valu d'être plus ou moins repoussé de ce match. Kasparov ne recevait qu'un soutien financier limité dans ce parcours, Karpov avait l'entièreté du soutien soviétique, Kasparov était souvent seul pour analyser, Karpov avait l'aide des plus grands joueurs de cette époque, Kasparov avait une pression politique énorme puisque les autorités soviétiques étaient méfiantes à son sujet, Karpov était au contraire acclamé, reçu dans les écoles et considéré comme un dieu vivant de l'URSS. Bref, vous l'avez compris, même avant que le match débute, une énorme inégalité des forces existait entre les deux joueurs, l'un prêt à gagner, l'autre forcé de gagner. Pour ne serait-ce que participer au championnat du monde, il faut passer une épreuve à part entière. Il faut d'abord se qualifier au tournoi des candidats de 1983, ce que Kasparov a évidemment réussi. Il faut ensuite être le premier parmi les 8 autres qualifiés considérés comme étant les meilleurs joueurs du monde. Des prouesses soviétiques comme Smyslov, Korchnoi et encore Beliavsky participaient, mais seul Kasparov a réussi à dominer les candidats et il était désormais invité à affronter Karpov. Ce qu'il a réussi à faire, ce n'est pas anodin. Terminer 4,5 à 8,5 des joueurs comme Smyslov à seulement 20 ans, c'est loin d'être normal. L'Union soviétique tout entière comprenait maintenant le potentiel de joueurs et tout le monde attendait alors qu'une seule chose. Bon, quand est-ce qu'on va les voir jouer ensemble ? Bien évidemment, le monde entier était prêt à regarder ce match. L'engouement était tel qu'on estime le nombre de spectateurs à plusieurs millions. C'est plus que tous les matchs de la NBA à la même période. C'est colossal. Les joueurs s'assoient à leur table, les scores sont 0-0, Karpov a les blancs, Kasparov les noirs. La première partie commence. Start s'il vous plaît.
La partie 1 commence avec pion E4 de Karpov, et l'on transpose très rapidement dans l'ouverture que l'on appelle la sicilienne, l'ouverture la plus violente au top niveau. Cela représente exactement le style de jeu de Kasparov, agressif et attaquant, cherchant à détruire ses adversaires. Karpov était plus lent, il cherchait plutôt à encercler sa victime et l'éteindre à petit feu. Ce championnat est donc une bataille de style, et vous verrez très vite qu'uniquement un des deux a réussi à se démarquer. On avance dans la partie, Karpov semble obtenir un bel avantage rapidement, et trop rapidement même. En à peine une dizaine de coups, l'ordinateur est déjà très favorable envers Karpov. C'est bizarre, Kasparov, même s'il est jeune, n'a montré un niveau de jeu exceptionnel au tournoi des candidats. Il ne devrait pas être si vite en difficulté. En réalité, le gros enjeu de cette première partie, c'est que il s'agissait surtout d'un combat psychologique. Imagine, tu as 21 ans, tu dois affronter un champion du monde soutenu par l'entièreté de l'Union soviétique. Tu es nerveux, car c'est ta première fois dans un championnat aussi important, tu es aussi émotif naturellement, et en plus de ça, ton adversaire te regarde avec un regard froid, droit dans les yeux, pendant que tu joues. Bien évidemment que tu fais des erreurs dans ces conditions. Et même si la partie s'est finalement terminée par une égalité, car les joueurs ne cherchaient pas forcément la confrontation dès le début, il y a tout de même un des joueurs qui est sorti vainqueur, et c'est Karpov. Il a gagné la bataille psychologique, et a très vite compris quel était le profil de Kasparov pour ce match. Le championnat du monde de 1984 se jouait dans un format assez intéressant. Pour remporter le championnat, il faut qu'un des joueurs obtienne au moins 6 victoires sur son adversaire, sans limite de partie. Donc, peu importe les égalités. Ce qui compte, c'est le nombre de fois que tu as gagné. Les parties sont d'ailleurs très épuisantes. On parle quand même des mecs qui sont là pendant 5 voire 6 heures par jour. Le match est donc fait pour qu'un des joueurs se démarque. Le match pourrait durer, je sais pas, un nombre énorme comme 48 parties, qu'il n'y aurait pas de problème dans les règles. Ce qui va départager les joueurs, c'est donc le niveau, et surtout, la psychologie. La seconde partie du championnat du monde a été chaotique, Karpov avait plusieurs opportunités de gagner, mais elle a également fini en une égalité. Il aura fallu attendre la troisième partie pour qu'on ait un premier vainqueur, et sans surprise, il s'agissait de Karpov. Il n'y a eu aucun débat dans cette partie. Kasparov n'avait jamais la moindre chance d'obtenir quelconque avantage, et les scores sont maintenant 1-0. So this must have been very satisfying to score the first punch in a long match like this. No, of course it's nice to take lead in the match. So this was a game in one side. Tout le monde s'y attendait pour être honnête. Kasparov semblait vulnérable. Il n'arrivait pas à contenir la pression qu'il recevait, il manquait uniquement le temps pour le faire tomber. Et si de base, tu pars avec une confiance en soi très basse, et qu'en plus de ça, on te domine de A à Z depuis le début du championnat, tu te dis simplement, comment je vais faire? Стараться держать чемпионом мира. Comment je vais faire pour arrêter Karpov? Kasparov would never become world champion. Est-ce possible? He will be completely destroyed psychologically. Vais-je être comme tous les autres? Мне казалось, что мои шансы выглядят лучше. Вот. Ну, как показал матч, я, в общем, Карпова явно недооценивал. 4-0. C'est le score après la 9e partie seulement. Le destin est scellé, Kasparov va tomber d'ici les 5 prochaines parties, et Karpov va tenir la promesse qu'il a faite aux autorités soviétiques en conservant son titre. C'est parti si vite, personne ne pouvait s'imaginer une telle domination alors que Kasparov avait détruit tous les autres meilleurs joueurs du monde. Est-ce que Karpov était dans une catégorie à part? Est-ce que l'Union soviétique aurait dans un sens forcé le championnat à aller dans cette direction en donnant une inégalité si forte entre les joueurs? Tout cela est vrai. Kasparov n'avait juste aucune manière humainement imaginable de rivaliser avec Karpov. Il n'allait cependant pas arrêter le championnat du monde. Il avait le soutien de sa mère, Clara Kasparian, la seule personne de sa famille encore vivante pour le voir jouer. Il n'allait pas abandonner. Mais s'il décidait de ne pas abandonner, il fallait forcément qu'il change de stratégie. Мне стало ясно, что надо, в общем, играть по-другому. Надо выигрывать время, затягивать матч, делать ничьи, чтобы набраться сил, уверенности и научиться побеждать Карпова. Visiblement, son style agressif ne pouvait pas pénétrer la puissance de Karpov. Donc, il avait un plan. Si je peux pas le battre psychologiquement, si je peux pas le battre en expérience, si je peux pas le battre aux échecs, je pourrais peut-être le battre en endurance, non? Je pourrais peut-être le fatiguer, apprendre à le connaître, déterminer ses faiblesses et, au bon moment, l'avoir à l'usure. Cette stratégie, il va la mettre en place, et il va la mettre en place bien. Dès la partie 9, il enchaîne les matchs nuls. Les parties exceptionnelles commencent à apparaître, un niveau de jeu sans précédent éclate, Karpov ressent pour la première fois des difficultés. Mais il savait tout de même que Kasparov ne pourrait pas tenir. Il avait juste à attendre l'opportunité lorsque Kasparov ferait une erreur pour remporter les 2 parties manquantes. Sauf qu'après la partie 18, les prévisions de la fin du match ont été dépassées. Les scores sont toujours 4-0. 21e partie pareil, 24e partie pareil, 26e partie pareil, il a fallu attendre 17 parties. 17 parties avant d'avoir une nouveauté dans le match. À la partie 27, Kasparov craque. Malheureusement.
Les soviétiques n'attendaient que ça, ils voulaient que Kasparov perde pour que les scores soient désormais 5-0 et que, finalement, il soit psychologiquement anéanti d'une telle humiliation. Karpov n'a besoin que d'une dernière victoire pour enterrer son adversaire. Cela fait 3 mois que les joueurs jouent, il serait temps d'arrêter le match. Mais Kasparov, c'est un battant. Pour rien au monde, il se prendrait 6-0. Peu importe les pressions de l'équipe adverse, du régime entier même, un jour il se lèvera, et un jour, il réussira à gagner contre son adversaire. Et enfin, à la partie 32, un miracle se produisit. Jouer un match de championnat du monde à l'âge de 21 ans, c'est tout simplement exceptionnel. C'est le combat de sa vie. Ce que vous êtes en train de voir, c'est peut-être la partie la plus importante de l'histoire de leur rivalité. Elle a changé la tournure des événements puisque, ça y est, Kasparov a enfin remporté sa première partie au championnat du monde de 1984. Et si les scores sont toujours écrasants pour Karpov, ce que ça a donné à Kasparov, c'est du terrain. Du terrain sur la bataille psychologique qu'il avait perdue dès sa première arrivée ici. Il a gagné en confiance, il a vu qu'il en était capable, et sa stratégie semblait fonctionner. On est loin encore, une partie perdue et c'est terminé, mais ouais, faut la gagner. Pendant les 10 prochaines parties, Karpov a tout fait pour terminer le match. Il fatiguait, donc il essayait de prendre plus de risques, il changeait aussi d'ouverture, il changeait carrément de style de jeu, mais rien à faire. Kasparov était un mur. De la partie 33 à la partie 46, les joueurs ont encore enchaîné les matchs nuls. Et à la 47e partie, la stratégie de Kasparov portait ses fruits après près de 5 mois de jeu. Il remporte cette partie avec une combinaison gagnante pourtant simple, montrant ainsi la vulnérabilité de Karpov à ce stade du match. Et je ne sais pas si vous me croirez, si je vous disais que Kasparov a aussi gagné la prochaine. Il a gagné la 47e et la 48e partie d'affilée contre celui qui le menait 5-0. Et Karpov était tellement désespéré et ne pouvait pas croire à un tel retournement qu'il a essayé un piège. Si tu prends la tour dans cette position, c'est match nul, car les Noirs n'ont plus de coups pour jouer et donc ce serait patte. Les scores sont désormais 5-3 et là il faut que Kasparov détruise le reste du match pour obtenir le plus grand. Il se passe quoi 1985 ? Quoi ? Mais pourquoi ? On n'a pas fini le match là, et qui a gagné ? Ce que vous venez de ressentir, c'est ce qu'a ressenti le monde entier le 10 février 1985. Un stop si brutal dans l'histoire. Pourquoi ? Kasparov semblait retourner les tables. Eh bien, c'est justement là le problème. Le 10 février 1985, le président de la Fédération internationale des échecs, Florencio Campomanes, prononcera à une conférence de presse l'une des annonces les plus poignantes de l'histoire des échecs. On y entend, si on devait résumer très brièvement, le championnat du monde est arrêté, car les joueurs sont fatigués et on pense à leur santé, et Karpov garde son titre, bien sûr. Ok. Donc les 5 derniers mois de jeu auraient servi à rien. Alors, certes, le match est extrêmement épuisant. Par exemple, Karpov a perdu presque 10 kilos durant la durée du match, tellement il était stressé. Je comprends tout ça, mais me dire qu'au moment où Kasparov a gagné 2 fois d'affilée, il décide de prendre cette décision, ça semble étrangement être de la pure et simple peur. Les rumeurs circulent que l'Union soviétique serait à l'origine de cette décision. Elle aurait mis pression à Florencio pour stopper le match, car elle ne voulait pas que Kasparov remonte. Cette rumeur tient la route, car Florencio semblait étrangement confus et mal préparé durant la conférence de presse. Cette annonce n'a pas plu à 2 types de personnes. Numéro 1, les spectateurs, et numéro 2, Kasparov lui-même. Pour la première fois de l'histoire de l'Union soviétique, un athlète de haut niveau va venir sur l'estrade, prendre le micro et contester publiquement les mesures prises par les soviétiques. Нет, я буду говорить здесь. Впервые за 5 месяцев у меня появились некоторые шансы. Некоторые. Процентов 25 или 30. И сейчас у меня их пытаются отнять. Бесконечными затяжками. И пусть те, кто затягивают матч, отвечают за это. Матч должен был продолжаться. Я говорил это 2 недели назад. Без тайм-аутов, без перерывов. Но матч оттягивается, оттягивается. И ясно, что с каждой оттяжкой шансы чемпиона мира на выигрыш одной партии возрастают. А мои уменьшаются. Вот. En rétrospective, Kasparov assume avoir eu beaucoup de chance ce jour-là. C'était les bonnes conditions, au bon moment, au bon endroit, mais que si ça s'était passé un poil différemment, pour le citer, ça aurait été du suicide. Tu ne pouvais pas faire ça. Mais lui l'a fait. Et c'est à partir de là que s'est créée la légende de Kasparov. Son caractère indépendantiste s'est absolument développé et des milliers de personnes à travers le monde ont commencé à l'acclamer et à sympathiser. Ils ont compris que Kasparov, en plus de devoir jouer une légende des échecs pendant des mois, a dû faire face à un favoritisme et une pression hors du commun du système soviétique, biaisé absolument envers Karpov. L'engouement entier de la communauté ainsi que les positions de Kasparov lui ont permis 2 choses. Numéro 1, il ne devait pas refaire le tournoi des candidats pour se qualifier au championnat du monde. Il était d'office challenger. Et numéro 2, au lieu de devoir attendre 3 ans de plus comme d'habitude pour le prochain match, il allait jouer cette année, en 1985. Et bah, on n'a pas eu de gagnant. 3 septembre 1985.
Le contexte de ce match est très tendu. On a déjà vu tout le tralala avec le championnat de 84, mais ce qui a marqué la période d'entre-deux matchs, c'est que Kasparov devenait de plus en plus une figure politique allant à l'encontre des idéologies et pratiques soviétiques. Il affirmait publiquement que les institutions étaient biaisées, que ce soit dans des interviews ou des conférences, et il devenait un peu incontrôlable pour les autorités soviétiques, et ça devenait un problème. Vous voyez, le comité disciplinaire n'appréciait pas tout ce que disait Kasparov. Il s'était donc mis d'accord, avant que le match ait lieu, de bannir Kasparov de toute compétition pendant les 2 prochaines années. Et plus Kasparov critiquait, plus la prise de cette mesure s'accélérait. Forcément, ça avantageait beaucoup les soviétiques, et notamment Karpov, qui a d'ailleurs arrêté de se préparer au match, tellement il était persuadé que cette mesure allait être prise. Il a carrément dit dans des interviews, il n'y aura pas de second match. Et rétrospectivement, comment serait-ce possible qu'une telle mesure ne passe pas? L'Union soviétique était puissante, et faisait taire sans trop de soucis toutes les personnes la contradisant. Kasparov avait clairement toutes les raisons de se faire bannir du championnat. Ce qui pouvait encore le sauver, c'est l'instabilité politique de l'URSS à cette période. Le dirigeant changeait très souvent, les soviétiques avaient d'autres problèmes à gérer, et Kasparov recevait le soutien de personnes influentes, et notamment un proche de Gorbatchev, Alexander Yakovlev. L'accumulation de tous ces facteurs retardait la prise de la mesure du comité. Kasparov, contrairement à son adversaire, passait parfois 12 heures par jour à s'entraîner. Il faisait même beaucoup de sport pour maintenir une forme physique, ce qui était assez rare au top niveau. Lui était prêt à jouer ce match. La seule chose qui pourrait l'arrêter serait le verdict du comité. Est-ce que la mesure passera? La réponse est non. Kasparov a eu assez de chance, et le match avait donc bel et bien lieu. Les joueurs arrivent à la salle, l'un préparé, l'autre non. Le match semblait déjà beaucoup plus équitable, même si Karpov avait toujours le soutien de la majorité de l'Union soviétique, ce qui a d'ailleurs énervé Kasparov au point où son objectif de devenir champion du monde avait aussi des envies de vengeance politique plutôt que d'accomplissement. Ce qui a rendu le match plus équitable au départ, c'est surtout que Kasparov avait pris en expérience. Il connaissait son adversaire maintenant, l'inverse était moins vrai. Kasparov était devenu moins prévisible qu'avant. Les joueurs s'assoient, pour la 49e fois en moins d'1 an, start s'il vous plaît. Vous vous souvenez du championnat du monde de 1984? Ouais, les conditions de jeu qui te permettaient de jouer à l'infini. Et bah ça a dégagé. C'était la dernière fois qu'un tel format existait, justement à cause de ce match. Maintenant, il y a une limite de 24 parties précisément, avec comme départage celui qui marquera le plus de points, et en cas d'égalité, alors le champion du monde reste champion du monde. Mais qui a dit qu'il y aurait une égalité? Le bal s'ouvre avec d'emblée une victoire de Kasparov. En post-interview, il dira que son adversaire n'était pas focus, il n'était pas dans le match. Mais une légende du jeu reste une légende, et Karpov remportera les parties 4 et 5 back-to-back. Kasparov se rattrapera cependant sur la partie 11, avant d'arriver à la fameuse partie légendaire de tous les matchs confondus, la partie 16. Alors que les scores sont à égalité, Kasparov change totalement de niveau de jeu et domine de A à Z son adversaire. Et si vous demandez qu'est-ce qui se passe, putain je comprends rien, c'est simple. Uniquement Kasparov, à ce moment-là, avait réussi à obtenir une telle compréhension du jeu dans toute l'histoire des échecs. Elle est extraordinaire, par l'intensité, le suspense et la manière dont Kasparov a joué. Il a sacrifié un pion dès le début de la partie et a réfléchi consciemment à ne pas le reprendre, car il voyait le futur. Regardez, il avait compris qu'en laissant ce pion à Karpov, ce dernier sera en position de défense, immobilisé et obligé de tanker. Ça lui a permis de placer un cavalier, qui a valu le surnom de cette partie, le cavalier pieuvre. Il contrôle tout ici, les blancs sont totalement dominés, et c'est ce qui lui a permis de gagner la partie au final. Comment Kasparov a imaginé tout ça? C'est une humiliation, une domination, une punition ce qu'il a infligé à Karpov. Cette partie a été utilisée dans tous les cours d'échecs à partir de là, et cette partie a aussi, et surtout, été utilisée pour faire passer Kasparov dans le lead du match de 1985. 3 parties plus tard, Kasparov gagne une nouvelle fois à la partie 19. 2 points d'avance avec 5 parties restantes, ça va être compliqué. В начале этого матча, во всяком случае, я не смог перенести первую удачу, когда вдруг обнаружил, что стою с Карповым, которым я проигрывал -5 там долгое время, я вдруг стою в плюсе, то есть я выиграл одну партию. Karpov gagnera cependant la partie 22, la suivante était une égalité, donc il ne restait que la partie 24, la dernière du match, pour déterminer qui restera ou qui deviendra champion du monde. Kasparov a 1 point d'avance, donc le seul résultat qu'il doit éviter, c'est une défaite. Il faut comprendre que cette partie n'a pas que pour enjeu un titre. Karpov a depuis des années l'entièreté de l'Union soviétique qui le menace presque de conserver cette place. Si Kasparov arrivait finalement à décrocher une victoire, ce serait un bouleversement politique et symbolique énorme. Karpov ne peut pas perdre. Il sait qu'il doit prendre des risques, et Kasparov sait qu'il doit uniquement tenir. На этот раз моя уверенность в победе и качество подготовки, и как бы уже понимание соперника, они уже вот все сошлись вместе. То есть я был на подъеме. Karpov abandonne.
La photo est historique. Kasparov, nouveau champion du monde, lève les mains au ciel pour célébrer l'apogée de toute cette dernière année. Sa mère le regardait jouer au loin, elle l'a vu devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire à ce moment-là. On l'applaudissait aussi, son soutien pour son fils depuis tout petit lui a aussi valu une place dans cette victoire. Le sacrement est divin, Kasparov sourit, est acclamé, et Karpov le félicite aussi dans le fond de la salle. En regardant derrière lui, on aurait pu se dire qu'il n'aurait jamais dû arriver jusqu'ici. La salle est joyeuse, en tout cas pour certains, et cela marque désormais une nouvelle ère dans le monde des échecs. Kasparov champion du monde, c'est quand même spécial. On parle d'un des athlètes les plus problématiques de l'Union soviétique, d'un franc-parleur déjà presque politicien, mais si on se focalise sur le plan échec, c'est aussi un profil très différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans l'histoire. Outre le fait qu'il n'ait que 22 ans et qu'il se démarque aussi par son activité physique régulière, ce qui était très rare au top niveau. Vraiment, on parle d'un mec qui savait faire quelques dizaines de pompes, alors qu'il s'entraînait aussi plusieurs heures par jour aux échecs. Outre tout ça, il se distingue surtout par son passé plutôt triste. Je vous en avais déjà parlé, mais Kasparov a perdu son père très jeune, il n'avait que 7 ans à ce moment-là, et sa mère n'était plus que son seul soutien. Elle avait quitté son travail pour développer la passion de son fils, était présente à chacun des tournois, à chacune des parties, elle avait même renoncé à son nom d'après-mariage, Wimstein, pour donner un nom plus russophone à son fils, pour qu'il ne soit pas gêné dans la suite de son parcours. The childhood, as we understand and enjoy, was not fulfilled. C'est grâce à ses talents remarquables, au soutien de sa mère et à la chance qu'il ait eu de ne pas perdre sa carrière en 84, qu'aujourd'hui, en ce 9 novembre 1985, il est devenu champion du monde. Malheureusement, cette période de joie n'allait être que temporaire. Quelques jours après la conclusion de ce match, Florencio Campomanes, toujours président de la Fédération internationale des échecs, dit « Bon, on va faire une revanche, tout de suite, dans 3 mois. » Pour citer Kasparov, lorsqu'il a appris cette nouvelle, pourquoi ? Pourquoi si vite déjà, et pourquoi Karpov aurait le droit de rejouer contre moi sans repasser par les phases de qualification? Ça n'a pas de sens, il faut qu'il prouve qu'il est digne de rejouer à championnat du monde. Sur quoi les autorités ont répondu « Ah, tu contestes? Si tu refuses de jouer ce match contre Karpov, tu seras disqualifié. » Ah là là, qu'est-ce que vous voulez, tu ne peux pas faire grand chose contre de telles menaces, tu dois jouer dans 3 mois et tu la fermes. Kasparov a néanmoins réussi à négocier pour qu'il puisse jouer un peu plus tard, dans 8 mois à la place. Bon, vous savez ce que ça signifie, 28 juillet 1986. Pour les autorités soviétiques, Kasparov ne peut pas rester champion du monde. Karpov est obligé de reprendre le trône. Il a déjà brisé la promesse qu'il a faite à Brejnev, donc peu importe ce qui se passe à championnat, Karpov doit gagner. Et il y parviendra, par toutes les manières possibles, même celles illégales. On y reviendra plus tard. On est reparti pour la 73e partie de leur rivalité. Karpov a les blancs, Kasparov les noirs, et le match garde son nouveau format de 24 parties. Pendant que la première partie avance, j'aimerais vous parler de la particularité de ce match. En fait, les 12 premières parties étaient jouées à Londres, et les 12 suivantes à Leningrad, donc l'actuel Saint-Pétersbourg. C'est pas rien que le match était organisé à Londres. C'était la deuxième fois seulement, en plus de 40 ans, que le match était organisé en dehors de l'Union soviétique. C'est un symbole puissant. Kasparov a apporté un tournant majeur au jeu. Reste plus qu'à savoir s'il va tenir. La première partie est un match nul, la deuxième aussi, la troisième de même. À la quatrième, nous avons notre première victoire du match, et c'est Kasparov qui se démarque, grâce à un pion passé inarrêtable. Cependant, Karpov remportera la prochaine, car il va gagner ce pion, et on est de nouveau revenu à une égalité. Bon, tout est classique pour l'instant, et ça fait déjà 2 championnats du monde qu'on les voit jouer ensemble, on peut pas s'attendre à grand chose de nouveau. Sauf que, ce match est différent. Vous voyez, Karpov a compris quelque chose de clé, il devait changer. Il ne pouvait plus se reposer sur ses lauriers, il devait travailler. Donc il s'est beaucoup préparé pour ce match. Il a monopolisé l'entièreté de son équipe pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles, et surtout, il a changé de style. Il est devenu un poil plus agressif et, bizarrement, un poil plus prévoyant. Kasparov a dit en interview qu'il trouvait son adversaire quelquefois très rapide. Il jouait parfois très vite, des lignes que lui-même calculait depuis plusieurs minutes. Regardez cette position par exemple, c'est la partie 5 du championnat, celle que Kasparov a perdue là. Pour rappel, Karpov a les blancs, et Kasparov, avec les noirs donc, va jouer le coup cavalier E4. Karpov va répondre très vite avec la prise du pion, Kasparov va à son tour prendre le cavalier, et Karpov va répondre instantanément tout ce que vous allez voir. Il savait toutes les réponses pour l'exacte ligne qu'a joué Kasparov. Ce que vous venez de voir, c'est globalement de la pure et simple préparation, c'est-à-dire retenir les meilleurs coups du début d'une partie au préalable pour ne pas avoir besoin de réfléchir lors du match. Mais, ce qui est bizarre, c'est qu'il savait exactement cette ligne, alors qu'elle était plutôt rare à cette époque, comme s'il savait quoi retenir pour le match.
Alors attention, ce n'est pas nécessairement alarmant. Comme on l'a dit, Karpov s'entraînait sérieusement pour le championnat. Il avait même eu accès à un ordinateur lorsqu'il était en Union soviétique, certes pas très efficace encore, mais tout de même utile. Bref, c'est pas impossible qu'il préparait exactement la même ligne que Kasparov. Mais on ressentait tout de même cette différence de niveau de jeu, et pas qu'une seule fois, non, c'était répété, ça arrivait souvent. Et en plus de changements majeurs, Karpov a commencé à jouer agressif et mettre une pression plus forte sur son adversaire. Et ça, c'est bizarre. Tu ne progresses pas aussi vite aux échecs. Et c'est lorsqu'on est arrivé à la moitié du match et que les joueurs ont dû arriver en Union soviétique que Kasparov a vraiment ressenti une force incontrôlée. En arrivant à Saint-Pétersbourg, Kasparov menait le match 2-1. Il a ensuite gagné la partie 14 et 16, le mettant en avance de 3 points. On aurait pu se dire que c'est fini, Kasparov a enfin réussi à montrer qu'il était au-dessus de son rival, et ce championnat n'était qu'une confirmation de sa domination. Sauf qu'il va se produire ça. 3 défaites. 3 d'affilée. Personne, dans l'histoire, n'avait infligé ça à Kasparov jusque-là. Ce n'est pas normal. Je ne vous apprends rien en vous disant que ça a été un choc absolu pour le monde entier, et surtout pour Kasparov lui-même. Et quand je vous dis que ce n'est pas normal, ce n'est pas exagéré. Il y avait forcément une raison derrière cette destruction. Et celle-ci n'est pas drôle. Retour en arrière. On est à la fin de la partie 16. Kasparov a gagné, mais au lieu d'être heureux, il est préoccupé. Pourquoi ? Parce qu'il est censé mener le match de 3 points. Eh bien, il est très méfiant en réalité. Vous vous souvenez du fait que Karpov semblait anormalement bien préparé à ses parties et qu'il savait presque toujours ce qu'allait jouer son adversaire ? Ouais, ça c'est suspect. Et c'est d'autant plus bizarre lorsque Kasparov perd la partie 17 en une trentaine de coups seulement, avec une énième préparation parfaite de son adversaire. C'est là qu'a émergé l'idée d'une taupe, d'un espion dans l'équipe de Kasparov. Un espion qui échangerait avec l'équipe de Karpov pour lui révéler les préparations secrètes de son adversaire. Mais la question ce serait, qui ferait une chose pareille ? Peu importe combien de temps ils pouvaient fouiller les chambres de joueurs de l'équipe, personne n'avait de ligne secrète. Serait-ce de la paranoïa ? Pour être sûr de la réponse, ils ont dû trouver une stratégie pour cerner le potentiel coupable. Ils ont décidé de retirer toutes les principales lignes de téléphone des chambres d'hôtel et d'appeler individuellement chaque chambre pour voir s'il n'y avait pas de téléphone secret caché. Et, contre toute attente, dans la chambre de Yevgeny Vladimirov, on entend une sonnerie. L'équipe vient en courant vérifier ce qui s'imaginait se passer. Ils découvrent bel et bien un téléphone dissimulé en dessous du lit, qui n'avait aucune autre raison d'être ici que de vouloir donner des informations confidentielles. On le confronte directement, et sa justification sera qu'il souhaitait appeler sa famille et ses proches sans être sous écoute. J'aurais aimé vous dire que ce n'est que du blabla, malheureusement on n'a pas de preuves tangibles qu'il dévoilait quelque chose à l'équipe de Karpov. Ce dernier a bien évidemment nié, donc, même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Tout portait à croire que Vladimirov était une taupe, donc ils ont dû le renvoyer par sécurité, et ça c'est très dur. Kasparov a très mal pris cette probable trahison, et bon vous connaissez la suite, il va perdre 2 fois de plus, et il semblait au fond du gouffre. Ah oui, car ce que je vous ai pas dit, c'est que, l'Union soviétique c'est beaucoup moins accueillant que Londres, en tout cas pour Kasparov. Le favoritisme omniprésent pour son rival était juste invivable. Il était donc vraiment en difficulté à ce stade du match. Heureusement, il va réussir à se stabiliser, il va revenir avec des matchs nuls, reprendre confiance, et va même gagner la partie 22 du match. À ce moment-là, Kasparov avait repris le lead d'1 point, et il devait uniquement résister. Bon, ce n'est pas si compliqué quand t'es l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Kasparov survit, il se maintient en tant que champion du monde. Déjà que ce match n'était pas légitime de base, en plus de cette petite controverse de trahison, il n'aurait pas été juste de ne pas battre son rival une nouvelle fois. Allez, normalement le temps nécessaire pour le prochain championnat est de 3 ans, donc le bouton tu nous envoies en 1989. 1987, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, je vous ai pas dit, lorsque les joueurs se sont mis entre guillemets d'accord pour jouer le championnat de 86, Florenzo Campomanes a exigé que, après ce match, le perdant aurait le droit de rejouer directement à la finale des candidats juste 1 an après, en octobre 87. C'était au cas où, si Kasparov perdait, ça n'aurait pas été juste, donc voilà, c'était un filet de sécurité. Sauf que Kasparov a gagné ce match, donc il a tout à perdre au prochain. Bon, pas le choix, on clique, on espère pour la dernière fois. 12 octobre 1987. Il faut savoir que là ça va faire 4 championnats du monde sans interruption. Chaque année, ils ont joué pendant des mois entiers, si bien qu'ils avaient déjà joué 96 parties en arrivant ici. Autant vous dire que c'est colossal, et on n'est même pas encore à bout. On est à Séville, en Espagne, et pour la première fois, l'entièreté du match se jouera en dehors de l'Union soviétique. Le plus gros enjeu de ce match, c'est comment Karpov arrive à rester au top niveau. Je veux dire, on parle d'un mec qui a 36 ans, qui devrait commencer à fatiguer et se faire rattraper par les générations plus jeunes. Comment il tient encore tête à son rival. Alors certes, il ne gagne plus les championnats du monde, mais à côté, il fait toujours des tournois prestigieux qui finit toujours par gagner. C'est encore le seul à pouvoir affronter Kasparov à un niveau presque égal. Cependant, Kasparov est maintenant celui qui a l'ascendant sur le plan psychologique. C'était le plus gros point faible de son jeu lorsqu'il est venu pour la première fois, mais en arrivant à ce match, il a tourné les tables.
Il est de plus en plus confiant et il deviendra même arrogant à l'égard de Karpov dans les interviews et des biographies qu'il publie avant le championnat. Bref, Kasparov est le roi du monde à Séville. Sauf qu'avec le temps, ça lui a causé des défauts. Se sentir supérieur, se sentir au 7e ciel pour reprendre ses mots, tout ça l'a rendu moins agréable, méchant, arrogant avec ses proches. Il respectait toujours sa mère pour tout ce qu'elle lui a apporté, mais pour ce qui est de son équipe, il se laissait aller. Il a même viré son tout premier coach, Alexander Nikitin, qui lui avait tout apporté, juste parce qu'il voulait être plus indépendant dans ses choix et sa vision du monde. Ce revers de la médaille va lui causer du tort dans ce match, parce qu'il ne s'attendait probablement pas à ressentir une telle amélioration dans le jeu de son adversaire. La partie 1 est une égalité, la partie 2 est gagnée par Karpov, la partie 4 est gagnée par Kasparov, la partie 5 par Karpov, la partie 8 par Kasparov, et ça pendant un long moment. On avait un nombre élevé de parties décisives, les joueurs jouaient de moins en moins des égalités, mais les deux restaient collés entre eux. Aucun ne se démarquait, si bien qu'à la fin de la partie 22, les joueurs avaient tous les deux le même nombre de points. Je vous le rappelle, si le match finit par une égalité, le champion du monde reste à sa place, donc Kasparov a juste besoin de tenir jusqu'au bout pour garder son titre. Et alors que tout le monde pensait que le match était fini, Kasparov prend d'énormes risques. Pourquoi? Si vous ne comprenez pas, Kasparov donne une tour dans cette position, pour aucune raison. Il pouvait très bien jouer un autre coup, mais pourquoi genre? Il a juste besoin d'une égalité. Après tout, on va lui faire confiance, s'il a joué ce coup en étant l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Pas vrai? Ouch. C'est terminé, car Karpov gagne une pièce et il remporte la partie 23. Si vous ne comprenez pas ce que ça implique de perdre une telle partie, je vais vous expliquer très simplement. Là, il reste que la partie 24 au championnat du monde de 87. Et si Kasparov, qui a maintenant un point de moins dans le match, ne gagne pas cette dernière partie, il perd son titre. Il est obligé de gagner. Et ce n'est pas facile, vraiment pas. Karpov ne doit jouer que pour l'égalité et Kasparov devra se soumettre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce match reprend une importance capitale et politique. Si Karpov arrivait à gagner ce match, l'Union soviétique reprendrait en force et en puissance dans le combat intellectuel. Les chaînes de télé espagnoles comprennent l'enjeu et ne diffusent que cette dernière partie sur leurs écrans. Comment il va faire? Il va faire comme il l'a toujours fait. Il va venir, s'asseoir et jouer. Et c'est là que Kasparov montre pourquoi il est considéré comme un des plus grands sportifs de tous les temps. Il sait très bien ce que pense Karpov à ce moment-là, il sait que le monde entier s'attend à ce qu'il joue agressif et qu'il prenne des risques, donc il ne va pas le faire. Il va jouer une ouverture calme, il va adopter une stratégie simple pour que, si, par miracle, Karpov se trompait d'approche et qu'il n'arrivait pas à s'adapter, il puisse trouver une faille dans la position adverse. C'est sa seule chance, donc la partie avance. Elle avance jusqu'à ce qu'on arrive dans la dernière phase d'une partie d'échecs, la finale. Karpov en est l'un des plus grands experts, mais il possède un pion de moins. Au coup 41, les joueurs décident d'ajourner la partie, c'est-à-dire de la décaler au lendemain pour qu'il puisse reprendre des forces. Et durant ce temps de pause, Kasparov peut analyser la position finale. Il dira avoir eu un stress et une pression immense sur ses épaules parce que, il voulait pas perdre. Il ne pouvait pas perdre. On n'a que ça. Pour décider si on va rester champion du monde, on doit juste trouver la solution. Il a évalué pendant des heures cette position finale, celle qui pourrait déterminer le destin de ce petit monde que sont les échecs. On ne sait pas ce qui a conclu, gagnant, pas gagnant, et il est déjà trop tard de toute façon. Le match doit recommencer. Kasparov sait qu'il a encore des chances de gagner, car il a un pion de plus, mais il faudra être précis. Plus la partie avançait, plus la position de Kasparov s'améliorait, mais il n'arrivait pas à passer. Il essayait de comprendre la seule façon pour gagner dans cette position, et après des dizaines de coups de recherche, il avait compris. La partie s'éternisait, mais il savait ce qu'il devait faire pour rester champion du monde. Il préparait son plan, et avant qu'il ne l'exécute, il entendait Campomanes parler de la cérémonie de fermeture dans la pièce d'à côté. Pourtant, il reste encore des choses à faire dans cette partie. Pourquoi en parler si tôt? C'est qu'en levant la tête qu'il avait compris, Karpov avait abandonné. Kasparov champion du monde, une nouvelle fois. « 1990, prochain championnat du monde. On en a encore pour combien de temps en fait? Parce que là, ça fait 6 ans qu'ils jouent ensemble, c'est impossible de rester aussi longtemps en forme. Allez, on clique, on veut savoir la fin de l'histoire quand même. 8 octobre 1990.
Pour la deuxième fois dans cette rivalité, le match allait être joué à 2 endroits différents. La première moitié à New York et la deuxième en France, à Lyon. Il faut savoir que voir Karpov à ce championnat du monde est exceptionnel. Il n'y a pas eu de revanche organisée, il a dû se qualifier à ce championnat, en passant par tout le process, gagner les interzonaux, les candidats, etc. Et en plus d'être assez âgé pour le jeu, Karpov a assumé des années après que, à la finale des candidats de 1989, des sponsors étaient venus le voir pour le payer pour perdre les candidats. On en est là, Karpov était au sommet depuis si longtemps que les gens voulaient le payer pour qu'il laisse sa place aux autres. Mais depuis quelques années, il y a quelqu'un au-dessus, et il compte bien le dépasser. Il a bien vu ce qu'il aurait pu faire en 87, il y était presque. Alors la question ce serait, est-ce que Karpov, après s'être fait détruire pendant 6 ans, qui aurait dû enterrer la carrière de Kasparov en 84 et qui aurait dû devenir une légende du jeu, peut vraiment gagner le championnat du monde? À la partie 12, les scores étaient à égalité, et lors de leur arrivée à Lyon, il n'y aura qu'un des joueurs qui restera. Karpov arrive en retard comme à son habitude. Essaye-t-il d'irriter son adversaire? Kasparov est confronté à de sérieux problèmes. Le champion du monde sait qu'il va perdre cette partie. Il abandonne. Le camp Kasparov semble dépité. It was a bad mistake. De plus, le champion du monde aurait pu gagner cette partie. Le score est à présent de 11,5 à 9,5. We'll see. I mean, I have a good position now. Il entend remporter le trophée en or et diamant qui semble narguer les joueurs. Le score est de 12-11 en faveur de Garry Kasparov avant la 24e partie du match. L'histoire s'écrit, mesdames et messieurs. Alors vous voyez ces lumières s'allumer, vous voyez ces pièces bouger, où l'entièreté du monde contemple ce championnat, il y a bien un des joueurs en train de s'envoler vers les cieux. Il y a bien un des joueurs en train de faire tomber une légende. Qu'importe les scores, qu'est-ce qui déforme. S'il existe une rivalité qui aurait marqué les esprits de tous ceux qui l'ont connu, qui aurait brisé des liens, des amitiés, une rivalité qui aurait créé une histoire sans fin, avec une complexité sans nom, qui aurait été à l'origine de la création de fans, d'une communauté, qui aurait apporté une richesse culturelle et politique sans précédent, qui aurait changé l'histoire des échecs, l'histoire d'un pays, de 2 joueurs, qui a engendré l'un des plus grands mouvements sportifs de tous les temps, c'est bien celle-ci. Je parle bien évidemment de la rivalité, surnommée la rivalité des 2 grands cas, Karpov et Kasparov. Et celui en train de s'envoler vers le panthéon des échecs en 1990, c'est bel et bien Kasparov. Tiens, il n'y a plus de nombre. Il n'y a plus de suite. C'est pas grave. C'était déjà assez beau comme ça. Vous savez, cette histoire ne s'est pas réellement arrêtée là. Même si Karpov n'a plus jamais réussi à se qualifier au championnat du monde, ce qui marquait définitivement la fin de leur rivalité à partir de 1990, les deux se sont bel et bien recroisés plus tard dans leur vie. En effet, à la suite de leur dernier championnat, Kasparov est resté au sommet encore quelques temps, jusqu'à l'arrivée du nouveau millénaire, où il a dû laisser sa place à la nouvelle génération. À partir de là, il a commencé à militer politiquement en Russie, et notamment contre Vladimir Poutine dans une manifestation en 2007, ce qui l'a amené à être emprisonné pendant 5 jours. Personne n'avait le droit d'aller le voir, pas même sa famille, mais une personne s'est pointée dans sa cellule. Une personne qu'il connaissait très bien. Elle est arrivée, un repas à la main, pour discuter avec lui. Cette personne, qu'il n'avait pas vue depuis des années, qu'il croyait être son plus grand ennemi, c'était Anatoly Karpov. On ne sait pas ce qui a été dit. Tout ce qu'on sait, c'est que, après que Kasparov soit parti de la Russie pour sa sécurité, il a expliqué qu'il a vu Karpov d'un autre œil à partir de là. Il ne le voyait plus comme son ennemi. Et j'aimerais vous ramener quelques années en arrière, à ce fameux dernier championnat, lorsque Karpov et Kasparov ont fini leur match. Oui, vous vous souvenez, ils étaient en train de discuter juste après. En interview, on a demandé à Kasparov « Pourquoi ? Pourquoi tu discutes avec ton rival ?» Et Kasparov, déjà à cette époque, avait répondu « Karpov est la seule personne sur cette planète qui arrive à comprendre l'art auquel je joue. Bien sûr que je discuterai avec lui. » Finalement, quelle serait une belle rivalité sans une once d'humanité. Merci d'être arrivé jusqu'ici, mais avant de vous lâcher, j'aimerais vous partager une dernière petite anecdote qui m'est
plus personnel. Cet enfant, sur cette photo, c'est moi. Bon alors j'avais 9 ans et je suis moche, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis joueur d'échecs, je peux pas tout avoir. Plus sérieusement, cette histoire me tenait particulièrement à cœur parce que, lors d'un championnat de France en 2018, les organisateurs de la FFE avaient décidé d'inviter Karpov. J'ai eu la chance de le rencontrer. Moi, alors que je suis en slip dans ma chambre. Alors bien évidemment, je ne connaissais pas du tout cette histoire, je savais pas qu'en cliquant sur ce bouton, en 1984, j'aurais appris tout ça. Si seulement je savais à cette époque que Kasparov aurait dû ne jamais devenir la légende qu'on connaît tous, qu'en 84, il aurait dû perdre contre l'autre légende qui se trouvait devant moi, peut-être que cette interaction aurait été bien différente. J'ai pas été foutu de cadrer correctement, du coup il regarde pas vraiment la caméra, mais vous inquiétez pas. On est actuellement à plus de 26 000 abonnés, c'est énorme. Merci. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord aussi, on est bientôt aux 1000 membres, c'est en description. A très vite, c'était Lux. Ciao.